Aujourd'hui, je reçois Olivier qui est VP et General Manager chez Denodo, la solution de virtualisation de données qui est déjà utilisée par presque un tiers du CAC 40, notamment la BNP, Total Energy ou le Crédit Agricole. Ils ont levé 330 millions de dollars en 2023 pour financer leur croissance. Olivier va nous expliquer ce qu'est la virtualisation de données, quelle est la genèse de Denodo. Il va nous expliquer pourquoi et comment la solution Denodo est utilisée par les entreprises du CAC 40, notamment comment elle s'inscrit dans leur approche multi-cloud. Hello Olivier, ça va ? Ça va, super, merci Robin de me recevoir. Cet épisode est rendu possible par Denodo. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la genèse de Denodo pour commencer, s'il te plaît ? Alors Denodo est, je pense, une société un peu atypique dans l'écosystème tech. Donc ça a été fondé par un Espagnol, par un ancien professeur d'université technologique de la Corogne. Donc ça a été créé là-bas avec cette idée de virtualiser la donnée. C'est-à-dire que pour la mettre à disposition, s'affranchir des réplications physiques pour aller plus vite et livrer plus vite la donnée. Et donc, il a eu cette idée-là et il est parti assez rapidement aux États-Unis pour faire décoller l'entreprise, avec un gros succès aux États-Unis, puis dans un deuxième temps en Europe. Pour qu'on comprenne bien ce concept de virtualisation de données, est-ce que tu peux nous expliquer un cas simple dans lequel c'est utile ? Le point de départ, c'est que la donnée, elle sera distribuée. C'est-à-dire que les données sont très rarement, voire quasiment jamais, dans une même base de données, un même data lake, etc. Donc, accéder à ces données, pouvoir la combiner, l'approche traditionnelle va passer par des extracts de l'ETL, des pipelines, qui, dans presque tous les cas, visent à répliquer ces données, parfois plusieurs fois, avant de la mettre à disposition. Et donc, la virtualisation des données, c'est un peu en rupture par rapport à ça. L'idée, c'est de se plugger aux sources et de pouvoir combiner ces données, enfin designer les données, les data products, indépendamment des sources et de pouvoir après exécuter des requêtes distribuées, donc dans différentes bases, différentes sources, différents data lakes. Ouais, donc une manière de se le représenter, c'est vraiment, tu fais ta requête SQL classique pour appeler de la donnée, mais là, dans ta requête, tu peux appeler en même temps plusieurs sources, en gros, si je fais très simple, quoi. C'est ça. Donc, il peut y avoir sur un jeu de données, un data product, des données qui sont dans Salesforce, dans un data lake, dans Snowflake ou ailleurs. Dans le cloud, on-prem. Dans le cloud, on-prem, dans plusieurs clouds. Et votre data product peut être composé de ces données-là. Et nous, on va exécuter ce data product, donc cette requête SQL, de manière transparente et avec le bon niveau de performance. Je pense qu'on commence à voir pas mal, en fait, d'avantages possibles à cette technologie, mais tu peux nous parler des principaux. Je me souviens quand on s'était appelé, tu m'en avais cité au moins 3 ou 4. Le premier étant la vitesse de déploiement. En virtualisant, tu t'affranchis de la réplication physique, et donc de toute la lourdeur et des délais, et toutes les problématiques qui vont avec. Donc, comme on est en rupture par rapport à ça, on a un accès finalement à la donnée en temps réel, à la demande, et donc le principal avantage, c'est l'agilité. C'est un petit peu galvaudé, mais là, c'est la vraie agilité. La vraie agilité, c'est on a des clients sur le même data product, le même dataset. Ce qui prenait avec l'approche traditionnelle des semaines, voire des mois, peut se faire en une demi-journée. Donc, on est vraiment en rupture et donc voilà, un time to market, une agilité très, très forte. Ouais, parce qu'en fait, il faut imaginer le projet très côté utilisateur. Et là où historiquement, tu soulèves le tapis, tu te rends compte que tu n'as pas encore toutes les données dans ton warehouse ou dans ton data lake. La première chose que tu fais, c'est que tu lances un gros projet de migration pour venir récupérer toutes ces données, les centraliser. Là, sur ce nouveau paradigme, en fait, non, tu avances sur le projet avec les sources que tu as à disposition et tu n'as pas besoin de mener ce gros projet de migration. Et ce qui est intéressant, c'est que si on parle du coup, effectivement, un peu revenir à l'indicateur, tu as le sujet du time to market, qui est en plus un sujet qui revient tout le temps dans la data, qui est super important pour les leaders. Donc, tu as le time to market, tout simplement, de tes projets data qui s'accélèrent. Et après, tu as quand même un gros sujet de coût, je suppose aussi, parce que les migrations, c'est des gouffres en termes de coût, non ? Absolument. Donc, on s'affranchit, en tout cas, on rend plus rapide ces gros projets de migration. Il y aura toujours des chantiers de modernisation des infrastructures data, donc de passer sur le cloud une grosse partie des données, de les consolider dans un réservoir principal. En revanche, l'approche qui a souvent été, on va tout centraliser physiquement la donnée dans le même réservoir. On a vu ça avec les data lakes, qui a été un petit peu un fiasco industriel. En tout cas, l'approche jusqu'au boutiste du data lake. On le voit un petit peu avec le move to cloud, en disant, je vais mettre toutes mes données dans Databricks, par exemple, ou dans Snowflake. La vérité, c'est que ça n'a pas de sens de faire ça, même si on consolide une partie, et que virtualiser, ça permet de gérer la transition. Et donc, les business users, les gens qui ont besoin de consommer cette donnée, ils ne sont pas obligés d'attendre 6 mois, 1 an, 5 ans que ce soit dans ce réservoir. Ils peuvent continuer à être livrés rapidement de cette donnée. Donc ça, c'est un gros avantage. Ouais. Il y avait un troisième avantage dont tu m'avais parlé, c'était celui du vendor lock-in, dont on parle souvent sur le podcast. Peut-être tu veux nous en dire un petit peu plus ?
c'est un sujet qui nous tient à cœur et qui est lié à la souveraineté, dont on parle beaucoup, l'indépendance numérique. Effectivement, nous, on vient se poser sur un écosystème data à un instant T, donc qui est en cours de modernisation avec de l'ancien, du nouveau, plusieurs clouds potentiellement, etc. Et donc, on rend transparent finalement l'accès à la livraison à la donnée de ce chantier-là et donc des différentes sources de données et des différents vendors. D'accord, donc on agit un peu comme une couche neutre, un petit peu comme la Suisse de la donnée au-dessus de l'écosystème, et donc qui permet vraiment à nos clients d'être maîtres de leur souveraineté numérique, de dire ben voilà, je vais mettre une partie des données dans un Snowflake ou un Databricks, une partie que je vais garder on-prem parce que pour des raisons de criticité, de confidentialité, je vais souhaiter en garder une partie, et demain mettre des données chez un autre cloud vendor. Si on se fâche avec les Américains, ben on va pouvoir les mettre chez un Chinois ou chez un Européen évidemment, si c'est le cas, et donc ça permet vraiment, voilà, quand on nous positionne, on va dire, au-dessus de la mêlée, de garantir finalement cette indépendance vis-à-vis des différents vendors. Oui, et puis quand on en avait parlé, mais tu me disais qu'effectivement, en plus, le fait de se dire que tu vas aller mettre tous tes œufs dans le même panier sur un seul vendor, c'est très risqué parce que tu n'es jamais à l'abri, effectivement. Bon, que ce soit pas le vendor qui ensuite va avoir, on va dire, la meilleure décennie d'innovation, ça peut être un sujet, mais ça peut aussi être un sujet de coût. C'est-à-dire s'il se met à augmenter les prix parce que, je sais pas, c'est un vendor qui se retrouve dans une situation un peu trop de monopole, etc., et ben, t'es un peu bloqué, quoi. Donc ça rejoint souvent ce qu'on appelle la stratégie multi-cloud, c'est ce dont je parlais en introduction. Effectivement, les grandes entreprises, notamment, vont toujours avoir plusieurs clouds et vont vouloir maintenir de toute façon plusieurs clouds. Et donc ça, finalement, ça les aide d'une certaine manière aussi, la virtualisation de données, à garder plusieurs clouds sans avoir toutes ces contraintes de devoir tout répliquer à droite, à gauche, avec des pipelines dans tous les sens, etc. Peut-être un dernier avantage à rajouter, c'est la gouvernance. La gouvernance, c'est-à-dire qu'en virtualisant justement cet accès à la donnée, vous êtes en mesure d'opérer une gouvernance très opérationnelle, de décider qui peut voir quoi, etc. Et également, enfin, on va y venir tout à l'heure, de gérer justement ces data products, ces vues, on va dire, d'unifier cette donnée, on parle de semantic layer, et donc d'adresser des problématiques de gouvernance qui sont aujourd'hui gérées par des outils en général qui sont offline. Là, nous, la grosse force, c'est que ce que vous définissez pour gérer, vraiment faire du data management, c'est opérationnel en temps réel, quel que soit votre écosystème. Donc, typiquement, les data marketplace ou même la vue 360, donc on pense un peu au MDM, ce genre de choses, qui sont des outils, on va dire, assez lourds et un peu offline. Là, on rend tout ça très opérationnel. Quand c'est en place, c'est un super outil pour les Chief Data Officers de pouvoir faire des choses très concrètes, très opérationnelles sur la gouvernance. Justement, ça peut être intéressant qu'on illustre avec des projets concrets. Tu peux nous parler de quelques projets que vous avez menés avec des clients? On est utilisé par pas mal de grandes entreprises. Je ne citerai pas le nom, mais une très grosse banque européenne dont le siège est en France. On a démarré avec eux dans une division et là, on est en train de partir sur un énorme projet de refonte de la vue 360 du client au niveau corporate, cross business unit, tous les pays, etc. Et donc l'idée c'est d'avoir cette vue client 360 utilisée par le risque, par le business, etc. connectée et mise à jour en temps réel. D'accord. Donc ça on a été sélectionné pour ça face à pas mal de concurrents. Donc ça c'est un énorme chantier qui est en train de démarrer avec eux. Et sur ce cas spécifique, donc sur le gros client bancaire, on va dire la difficulté pour faire le lien avec ce dont on a parlé avant, c'est justement qu'ils ont énormément de sources en fait. Ils ont un écosystème sûrement très complexe, c'est le cas dans les très grosses boîtes, en particulier chez les banques, avec un mix probablement de cloud plus ou moins moderne, etc., de sources. Et donc là, c'est d'avoir finalement une brique avec des nodos qui permet de venir requêter l'intégralité en fait du paramètre de données sans avoir justement, toujours pour faire le lien, eu besoin d'opérer toutes ces migrations, ces réplications, etc. C'est juste pour clarifier. Mais... Tout à fait. Ok, super intéressant. Tu allais partir sur un autre... Ouais, BPCE, donc on est utilisé, on va dire, à l'étage du bas, côté IT central, donc comme couche d'accès unique à tous leurs assets data, toutes leurs grosses bases data, etc. Donc ça leur permet de vraiment faire la police sur qui peut voir quoi dans tout le groupe, donc ça sert vraiment toutes les entités du groupe. Et on est également utilisé côté banque de détail, donc notamment avec les caisses d'épargne, vraiment pour apporter de l'ultra agilité sur la livraison des données auprès des métiers. Donc typiquement, l'exemple dont je parlais tout à l'heure, sur le même dataset, le même data product, ce qui prenait 6 semaines ou plus, maintenant peut être livré en une demi-journée. Donc ça, c'est le groupe BPCE, avec un écosystème qui est pareil, très, très éclaté et très lourd. Oui, ça rejoint le sujet du time to market, mais à l'échelle même d'un
besoin analytics très précis. C'est-à-dire, tu as besoin de faire une analyse sur tel sujet. Si tu es dans un cas business intelligence classique, en fait, tu n'as pas encore ta donnée qui est préparée, bien pluguée dans ton outil, etc. Donc, de toute façon, tu peux pas juste aller sur ton dashboard ou faire ta requête dans un écosystème, on va dire, plus traditionnel. Et là, en fait, avec des nodos, ce que tu dis, c'est que tu vas pouvoir tout simplement faire tes requêtes cross-source et pour aller construire ton analyse très rapidement, quoi. Voilà, beaucoup plus rapidement. Ok. Tu voulais en parler d'un dernier? Ouais, d'un dernier qui est le groupe EDF et notamment Enedis qui nous utilise depuis plusieurs années. Pareil, en mode ultra agile, on met à disposition on va dire un outil qui permet au métier de par eux-mêmes. Donc là, on est dans du vrai self-service qui a connu pas mal de succès. Donc des gens pas du tout tech dans les régions partout en France qui peuvent consommer et requêter très facilement leur dataset, leur data product. Qui a été très utile pour eux, notamment pendant le Covid. Au moment des premiers confinements, l'équipe qui gérait des nodos et la plateforme a été capable, au moment où tout s'arrêtait, de remonter des datasets, des tableaux de bord très très rapidement au management, ce qui leur a permis de prendre des décisions au moment où tout s'arrêtait. Et j'étais curieux qu'on refasse une petite overview des grandes briques de la solution. Ouais. Vas-y, je te laisse peut-être commencer par le début. Quelles sont les grandes briques? Alors, notre technologie, notre stack, je découvre en 3 étages. Donc l'étage du bas, qui est notre fondation, c'est cette brique de virtualisation multisource, mais qui a été conçue comme véritablement une plateforme de requêtage multisource à la base, qu'on est venu enrichir avec une patte de MPP, donc de Massive Parallel Processing. Si dans le paysage, il y a du gros data lake, de pouvoir être efficace sur ce requêtage-là, ça c'est basé sur l'open source ou Presto, qui évolue vers du Prestissimo, qui est la version ultra rapide de cette partie-là. Donc ça, c'est le premier étage. Deuxième étage, c'est la couche sémantique. Donc c'est l'étage dans lequel vous allez pouvoir designer vos data products de manière unifiée. Donc vos data products, quel que soit l'écosystème, c'est dans cet étage-là, je vais pouvoir définir quelle est ma vue, mon data product client, fournisseur, peu importe, et de le faire de manière unifiée et de pouvoir gérer derrière une gouvernance qui est soit centralisée, soit distribuée en fonction typiquement des concepts du data mesh. Troisième étage, c'est la partie visible de l'iceberg, donc c'est l'interface pour consommer cette donnée. Quand vous avez des humains derrière, donc pour évidemment tout ce qui est analytique, data science, etc. Et donc là, c'est vraiment une interface non-tech, ou on va dire pour un public qui n'est pas du tout technique et qui va souhaiter rechercher sa donnée, donc évidemment en mode Google, mais également en mode chat, donc pouvoir parler à sa donnée et interroger sa donnée, avec tout un tas d'outils GenAI qui permettent de faciliter ça. Ça, c'est la première catégorie, on va dire, de consommation. La deuxième catégorie, c'est tout ce qui est API, application, et évidemment, tout ce qui est apporté nécessaire pour les applications de GenAI, de RAG, etc. Ce même data product que vous allez exposer via l'interface pour l'analytique va pouvoir être exposé en API pour n'importe quel type d'application, et en particulier par tout l'écosystème GenAI qui est très gourmand en données et qu'il faut pouvoir alimenter en temps réel, pour le coup, donc là, via une API. Ce qui est très important, c'est que tout ce que vous exposez avec cet outil-là, il est exposé, mais de manière contrôlée, donc avec toute la partie gouvernance. Donc vous avez vraiment une exposition pour les humains, donc en mode self-service, et pour les applications. Mais tout ça est sous contrôle, puisqu'on va nous exécuter avec toutes les bonnes règles que ce qui est nécessaire, avec la bonne police, etc. Et ça me fait penser notamment sur la brique de virtualisation à Starburst, avec qui on avait parlé aussi de ce sujet. Comment des nodos distinguent d'un acteur comme Starburst? Je trouve ça toujours intéressant dans le cadre de ces échanges de prendre aussi un peu de hauteur et de prendre un peu le positionnement vis-à-vis d'autres acteurs existants. Effectivement, Starburst peut être vu comme un concurrent, en tout cas partiel. Cet acteur-là, comme il y en a d'autres, sont des émanations finalement d'écosystèmes Hadoop, et sont très forts quand il y a un très gros data lake pour faire du requêtage, donc pour corriger finalement certains défauts, notamment liés à la performance de ces data lakes-là. Donc ils ont un engine qui est une branche de Presto, on en parlait tout à l'heure, qui permet de faire ça. En revanche, on pense, ce sont des outils qui sont moins adaptés quand il y a du vrai multisource, donc il n'y a pas que un data lake, mais il y a vraiment beaucoup de sources qui sont éclatées. Je vous parlais de la grosse banque en question tout à l'heure. Là, on parle des dizaines, voire de centaines de sources. Là, ils ne sont pas forcément conçus pour ça. C'est-à-dire qu'on sort de leur périmètre, on va dire, d'origine, qui est le data lake. Nous, à l'inverse, on est conçus depuis le premier jour pour exécuter de la requête distribuée, quelle que soit la source. Il peut y avoir un data lake
dans le paysage, auquel cas, nous, on a aussi un composant qui fait du MPP qui est comparable à ce que fait du Trino, hein, par exemple, pour être efficace sur cette source-là. Par contre, on est ultra efficace et on a des benches qui ont été faits par des clients et je ne citerai pas la banque, mais c'est une des 3 plus grosses banques américaines qui a fait des tests avec une énorme source. Donc là, on avait des performances comparables à l'acteur que vous citiez. Avec 2 ou 3 sources, là, on commence déjà à se différencier, mais là, dès que vous dépassez au-delà de 3 sources, en toute modestie, on est ultra performant. Et d'ailleurs, j'invite l'audience à nous tester grandeur nature sur ces sujets-là, et notamment, y compris sur la partie pure Presto, là, avec le Precisimo qui est en train d'arriver, sur uniquement du data lake monosource. Là, on a des performances qui sont également exceptionnelles. Okay. Donc, c'est un point d'entrée différent. En fait, vous êtes vraiment aussi arrivé par ce côté, justement, multisource, quand eux, ils sont plutôt arrivés sur la performance, effectivement, qui était un autre gros enjeu, c'est data lake, notamment on-prem, mais sur lesquels, en fait, il n'y avait pas assez de performance pour utiliser la donnée, quoi. Et je voulais revenir sur un sujet que tu as abordé tout à l'heure. Tu parlais de GenAI, donc que ce soit justement un peu dans la solution, tu disais en termes d'accès à la donnée, mais surtout, tu disais aussi en tant que brique, finalement, qui va nourrir tous ces algorithmes de GenAI. Donc, il y a plusieurs niveaux. C'est peut-être curieux que, justement, tu nous expliques à quel point ce boom autour de la GenAI et de cette tendance, ça a de l'impact sur des nodos, sur le business. C'est une énorme opportunité, puisque finalement, ça met en évidence la valeur qu'on avait déjà dans un écosystème type analytique, classique, qu'on a également dans, on va dire, de l'APIisation de données temps réel, donc accès à la donnée temps réel pour des API, pour des applications. Et la GenAI met une pression supplémentaire sur cet écosystème-là, et donc accéder à cette donnée en API, une donnée gouvernée en temps réel, c'est indispensable pour vraiment sortir les projets GenAI. Et là où finalement l'approche traditionnelle de oui, attendez, on va faire un autre pipeline, on va répliquer la donnée dans un énième data lake, cette approche-là, elle ne peut plus tenir dans un écosystème qui est encore plus, on va dire, gourmand et demandeur, notamment en termes d'accès à la donnée temps réel et d'accès à la donnée intelligente. Donc pour nous, ça valide vraiment notre approche initiale, on va dire. Évidemment, André Elvignac, quand il a créé la société, il n'avait pas forcément imaginé l'impact de la GenAI, mais aujourd'hui, la valeur qu'on avait, elle est encore plus forte dans cet écosystème-là. Donc pour nous, c'est une énorme opportunité pour vraiment aller supporter finalement toutes ces initiatives GenAI. Et on a beaucoup de clients qui va utiliser ce qu'il a déjà avec des nodos pour vraiment sur ces initiatives GenAI. Il y a un gros constructeur de train qui est pareil, un énorme chantier GenAI qui va s'appuyer sur le stack des nodos pour aller beaucoup plus vite, etc. Et enfin, la GenAI, en fait, on n'a pas attendu que ça arrive pour embarquer beaucoup d'intelligence dans la plateforme, ne serait-ce que pour exécuter les requêtes distribuées. Donc, il y a beaucoup de R&D, finalement, beaucoup de mécanismes intelligents dedans. Et puis, évidemment, pour aller motoriser le self-service et faciliter l'accès à l'utilisateur lambda, on embarque beaucoup de mécanismes comme ça. Oui, donc ça, c'est passer de requêtes potentiellement SQL ou d'interface, drag and drop, etc., à une option aussi maintenant chat en langage naturel pour pouvoir consommer la donnée. On en a déjà parlé pas mal sur le podcast. Et justement, tu m'avais parlé d'un manifesto que vous avez créé sur le sujet de la GenAI. Et donc plus spécifiquement, comment on peut venir leverager des nodos et la technologie de la virtualisation dans le cadre de ces projets de GenAI pour pouvoir accélérer. Donc ça fait le lien un peu avec tout ce que tu viens de dire, pour pouvoir aller beaucoup plus vite, avoir un time to market beaucoup plus rapide dans la mise à disposition de ces données qui est clé aujourd'hui pour venir alimenter tous ces projets GenAI qui sont très gourmands en données. Et donc on retrouve dans ce manifesto des guidelines, des insights, des cas clients. Je mettrai ça en description, mais peut-être est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Oui, c'est un peu une synthèse des enjeux autour de la GenAI et des problèmes que rencontrent déjà nos clients, clairement, sur l'accès à la donnée, sur l'unification, la sémantique qui est nécessaire, sur la gouvernance de ces données pour que tout ça reste sous contrôle, et en même temps pouvoir alimenter, et pas au bout de 6 mois, mais alimenter avec des data products en temps réel, donc l'accès à une donnée distribuée. Donc ça décrit, je pense bien, les enjeux et comment nous on peut y répondre nativement. Ok, comme j'ai dit, je mettrai le lien pour obtenir le manifesto en description. Écoute Olivier, on arrive sur les dernières questions. Qu'est-ce que tu aimes dans la data ?
Alors la data, c'est au milieu de tout, évidemment. Et dans ce qu'on fait, nous, dans la data, on est un peu au milieu du paysage, du game, entre guillemets. Et avec ce qu'on fait dans la data, on peut vraiment avoir un impact chez nos clients qui est phénoménal. Hein. Donc, on a parlé d'agilité tout à l'heure, hein, de pouvoir accélérer, de passer de 10 semaines à une demi-journée. On est sur des choses vraiment assez radicales, assez disruptives. Mais, donc ça, c'est très puissant et très, très, très intéressant. Et on peut également avoir un impact là, de plus en plus sur la souveraineté, donc l'indépendance numérique, hein, sur la data. Où là, en étant au milieu du game, donc l'ingrédient Denodo au milieu du game peut vraiment avoir un impact très fort au plus haut niveau, on va dire, dans les organisations. Merci beaucoup Olivier d'être venu partager ton expérience, nous expliquer ce que c'est que la virtualisation, la genèse de Denodo, etc. C'était super intéressant. J'en profite pour demander dans l'audience, dites-nous ce que vous en avez pensé, mettez-nous aussi un petit commentaire où que vous soyez, venez commenter les posts LinkedIn qu'on fera avec Olivier pour diffuser cet épisode. Et je vous dis à bientôt. Merci Olivier. Merci Robin. On a créé un dossier dans lequel on a listé les 100 ressources préférées des leaders et experts data invités sur le podcast. Dans chaque épisode, je demande aux invités quelles sont leurs ressources préférées. On les a centralisées dans ce dossier. Pour le recevoir, il suffit de s'inscrire à la newsletter. Je vous mets le lien en description.